Bonjour Thomas. Tous mes voeux, cher Christophe. Merci, je vous souhaite également une très bonne année 2021. Qu'elle soit moins virale, et pas seulement dans le domaine informatique. Absolument, qu'elle soit moins virale et que vous restiez et vos proches en bonne santé, c'est le plus important. Alors Thomas, vous êtes directeur de l'Institut français des relations internationales, plus connu sous le nom de l'IFRI. J'en profite pour signaler aussi que vous publiez la semaine prochaine un nouvel ouvrage sous le nom de Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques chez Talandier. Alors Thomas, on voit bien aujourd'hui, déjà merci d'avoir accepté cette invitation dans un contexte qui est hors norme. On le voit, et vous ne le voyez pas, mais au travers de la régie et l'installation qu'on a aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure un petit peu, vous avez lancé à l'IFRI un nouveau programme autour de la géopolitique des technologies. Parce qu'on y reviendra, la technologie est devenue centrale aussi sur les sujets de géopolitique. Et notamment, vous intéressez à toute cette notion de souveraineté technologique et aux interactions entre les autorités, les pouvoirs publics, les entreprises, à la lumière de ce changement de paradigme et de cette situation complètement nouvelle. Alors, je voulais commencer par vous demander, Thomas, un petit peu, justement, comment vous, par rapport à cette crise sanitaire sans précédent que nous vivons, quels impacts vous voyez justement aujourd'hui au niveau géopolitique? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change? Et quels sont les premiers enseignements que vous tirez après quasiment un an de crise que nous traversons? Christophe, d'abord merci parce que je suis très heureux d'inaugurer cette série avec vous. Si vous voulez la global picture de ce qui se passe en termes géopolitiques, je dirais qu'on est face à une crise techno-sanitaire au sens où elle est sanitaire dans ses causes, on le voit tous les jours, vous le rappeliez, mais elle est technologique dans ses conséquences principales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assiste à une redistribution de puissance avec des zones du monde qui s'en sortent mieux que d'autres. Pour faire ultra simple, vous avez une Asie qui projette une image d'efficacité, alors avec des fortes disparités selon qu'on regarde le modèle chinois, le modèle taïwanais, le modèle coréen, japonais, etc. Une Europe qui semble un peu en flottement, et puis des États-Unis, pays technologiques par définition, qui semblent un peu dans le chaos, et dans une incapacité de gérer cette crise sanitaire. Et ça, c'est quand même la très grande surprise, c'est-à-dire qu'on a au fond une sorte de passage de relais en termes de leadership. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la crise du Covid est un catalyseur de tendances déjà présentes, un accélérateur. Et le principal accélérateur, c'est le fait qu'au cours de la dernière génération, la Chine est devenue le numéro 2 sur la scène internationale à la place des Européens et convoite la première place. Et avec cette crise du Covid, au fond, cette convoitise est rendue, possible à une échéance plus proche que ce que nous prévoyions initialement. D'accord, mais justement par rapport à quelque part cette transition ou ce changement, dans quelle mesure vous voyez la traduction concrète de ces changements dans les relations, par exemple, entre les États et les entreprises aujourd'hui? Comment ça se traduit concrètement? Il y a plusieurs niveaux pour l'observer. Le premier niveau, si vous voulez, c'est qu'on est dans une rivalité sino-américaine qui est en train d'être structurante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pékin et Washington, de manière différente, sous Trump, ont subordonné leur politique commerciale à leur rivalité stratégique, et à mon sens, sont en train de subordonner et leur politique numérique et leur politique climatique à leur rivalité stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deux cas, vous avez un rôle extrêmement puissant de ce qu'on pourrait appeler les complexes militaro-industriello-numériques, qui sont des acteurs à la fois économiques, mais aussi avec des implications militaires. Et ça renvoie tout de suite aux formes d'innovation. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à des modifications dans les phases d'innovation. Historiquement, l'innovation venait beaucoup du militaire. Aujourd'hui, elle vient beaucoup du civil et est prise ensuite en compte par les militaires, aussi bien côté américain que côté chinois. Donc ça, si vous voulez, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez une notion de blitzkrieg technologique, qui est une formule qui a été utilisée par William Barr, qui était le procureur général sous Donald Trump, donc l'équivalent, si vous voulez, du ministre de la Justice, et qui a utilisé ça pour mettre en garde, en fait, les Européens en particulier, face à la rapidité du déploiement de la 5G. C'est-à-dire que les Américains ont fait du déploiement de la 5G une question géopolitique majeure, y voyant au fond une accélération de l'influence chinoise que je mentionnais précédemment. Et puis ensuite, vous avez, je dirais, la capacité des autres acteurs, et en particulier européens, de rester dans la course.
Et comment on reste dans la course et comment, au fond, on se situe dans cette redistribution des puissances, on organise son écosystème, ses interfaces publiques-privées, ses interfaces civilo-militaires, pour rester dans une logique de puissance. C'est ça qui est en train de bouger à la faveur du Covid-19. De la Covid-19. De la Covid-19. Vous parlez d'ailleurs souvent de suprématie technologique. Aujourd'hui, on voit vraiment que ces enjeux technologiques, vous avez pris l'exemple de la 5G, mais il y a d'autres sujets sur lesquels c'est identique, sont vraiment devenus centraux pour les entreprises et pour les administrations aujourd'hui, liées encore une fois à la Covid-19. Comment justement cette notion de suprématie technologique, elle va s'exprimer et comment ça va évoluer, de votre point de vue, dans la relation entre les choix que vont faire les entreprises, les choix comment les États et les puissances publiques vont réguler tout cela. Quel est votre point de vue un petit peu sur ça? Bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures, si vous voulez. La notion non, mais parce que ce sont des sujets évidemment qui nous passionnent, en particulier, on travaille beaucoup là-dessus à l'IFRI. Si vous voulez, il y a une notion stratégique qui est celle de maîtrise des espaces communs. C'est-à-dire, je dois maîtriser l'espace aérien, la haute mer, l'espace exo-atmosphérique. Et le numérique me sert, en fait, parce qu'il innerve ces trois espaces communs. Et la particularité des États-Unis, c'est que ça a été la première puissance à maîtriser simultanément ces trois espaces plus le numérique. La Chine progresse très vite et un des grands enjeux, si vous voulez, de cette lutte pour la suprématie technologique, ce sont les questions spatiales. C'est-à-dire qui va maîtriser l'espace exo-atmosphérique avec les constellations de satellites, etc. Toutes ces implications. Donc la suprématie technologique, fondamentalement, c'est comment je bénéficie d'un avantage technologique à la fois simultanément en termes militaires et en termes économiques. Et là-dessus, il y a aujourd'hui trois grands acteurs, évidemment les États-Unis, la Chine, l'Europe, et puis ensuite des acteurs qui apparaissent sur des segments. Je pense au Japon, à la Corée, à Israël, etc. Mais fondamentalement, c'est l'idée sur laquelle j'utilise mon avantage technologique à la fois dans le champ militaire et dans le champ économique. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que la traduction, et moi, avec les équipes Oracle, c'est ce qu'on constate aussi, c'est que ces enjeux technologiques devenus centraux sont effectivement l'enjeu d'une suprématie, mais sont aussi devenus vitaux pour les entreprises et les administrations, soit pour servir et remplir leur mission de service public, mais aussi pour continuer de toucher ses propres clients avec des changements que l'on a connus. Et on voit justement des États, notamment en Europe, qui sont très actifs ces derniers temps, justement pour peut-être rattraper un petit peu le flou ou le retard que vous citiez tout à l'heure. Comment vous voyez un peu la réorganisation ou quand on va parler, j'en parlais dans mon introduction, du cloud, de Gaia-X, comment vous voyez ces notions-là s'inscrire par rapport justement à cette géopolitique globale? Christophe, le grand sujet, que ce soit pour les États ou pour les entreprises que vous accompagnez, c'est la maîtrise de la donnée. Voilà. Et c'est à la fois un sujet pour, je dirais, l'activité économique de base et pour tous les secteurs. Et c'est devenu le sujet géopolitique par excellence. C'est-à-dire que, au fond, pour faire simple, la prise de conscience européenne, c'est le RGPD, et la prise de conscience américaine de tout ça, c'est le Cloud Act. Et on est dans ce schéma-là. Bon. Donc, comment c'est en train de se passer? C'est qu'il y a effectivement tout un travail, notamment pour le cloud, qui devient l'instrument principal à la fois pour les entreprises et puis pour les États. Et donc ce qui est intéressant en termes de géopolitique, c'est la manière dont les clouds sont en train d'être organisés. Il y a eu un échec de ce qu'on appelait le cloud souverain, c'est-à-dire qu'il y avait un tel écart irrattrapable en fait, et que les solutions proposées par des fournisseurs de cloud étaient tellement avancées que c'est un retard qui ne pouvait pas se rattraper. Mais vous avez quand même une réflexion aujourd'hui dans la plupart des pays européens et en France en particulier sur des types de cloud, c'est-à-dire des niveaux de protection ou d'identification des données différents selon leur criticité que vous évoquiez. Et ça me semble être la grande tendance, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, vont devoir, à mon sens, apprendre à naviguer dans une sorte de mosaïque, si vous voulez, juridictionnelle, de systèmes. Et ça va être un savoir-faire très, très intéressant à acquérir, avec évidemment ceux qui arriveront à l'acquérir en premier bénéficieront d'une agilité supplémentaire. D'accord. C'est vraiment intéressant parce que quand en préparant l'événement aujourd'hui et quand on regarde les discussions que l'on a aujourd'hui, ce qui ressort sur le marché, et j'y reviendrai tout à l'heure avec Régis, mon second invité, c'est qu'on voit vraiment
un monde qui est multiple, qui est mouvant. Ça s'illustre parfaitement lorsque vous mettez en avant justement des classifications de données, des différents clouds, ce qu'on appelle nous le multi-cloud. C'est vraiment intéressant. Et justement, quand juste peut-être par rapport à Gaia-X, quand on voit donc pour je vais en faire un anglicisme, désolé, un framework européen, avoir des sociétés de toute nationalité, d'un point de vue, j'ai envie de dire, IFRI, géopolitique, comment vous voyez les choses? Est-ce que pour vous, la couleur du passeport fait foi ou... Si vous voulez, moi, d'un point de vue IFRI, je constate qu'on a comment dirais-je, évolué ces dernières années dans l'idée d'un techno-cosmopolitisme. L'impression que la techno était partagée par tout le monde pouvait y accéder, etc. Puis on se rend compte qu'il y a une sorte de retour vers des formes de techno-nationalisme. Bon. Donc, je ne peux pas dire que le passeport ne compte pas à un moment ou un autre. Et dans le cas européen, à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est l'évolution, si vous voulez, de cette notion d'autonomie stratégique européenne qui a été très poussée depuis 2016 et très poussée notamment par la France et l'Allemagne depuis 2017, qui est au départ une notion, je dirais, qui vient du domaine militaire. Et cette notion est en train d'évoluer vers la notion de souveraineté technologique, pour laquelle nos partenaires allemands sont beaucoup plus à l'aise que la dimension strictement militaire. Je n'entre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais c'est toute la relation à l'OTAN et aux États-Unis qui se joue. Et ce que j'observe, si vous voulez, c'est à la fois une volonté de travailler de manière transatlantique quand on est européen, d'avoir aussi des partenariats avec des partenaires chinois. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup des entreprises avec lesquelles je suis en écho qui insistent aussi sur la technologie qu'ils peuvent trouver aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, mais d'avoir une sorte de troisième voie en fait, d'une troisième voie qui permette d'observer les régulations européennes. Et donc, on est dans cette phase post-RGPD avec le grand chantier des 2-3 prochaines années, c'est le DMA et le DSA que l'Union européenne va mettre en place pour réguler notamment l'influence des plateformes dites systémiques. Et ça, c'est un sujet extrêmement important parce que c'est toute l'interface entre des acteurs publics qui à la fois produisent de la donnée, mais ont besoin d'applications privées, et puis des acteurs privés qui ont besoin de la donnée générée par les acteurs publics et qui apportent des solutions en termes de GovTech. Et donc je pense que le marché de la GovTech devient un sujet éminemment géopolitique. D'accord. C'est vraiment très intéressant, Thomas, merci beaucoup. Donc c'est complètement aligné avec ce que nous, les équipes Oracle, on constate aujourd'hui, l'importance de cette notion de souveraineté technologique, l'importance également d'un monde je vais dire protéiforme ou multiforme, aussi bien dans les choix technologiques que dans les partenariats, que dans les décisions qui sont publiques avec de l'influence sur naturellement le secteur privé, qui sont influencées par le secteur privé pour le secteur public. C'est passionnant, cette période de transformation, et en particulier la vitesse à laquelle ça va. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et vraiment, je trouve votre éclairage hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.